Eh bien, alors je vous prie avant tout d'excuser l'absence de Nicolas Praquin, qui est mon directeur de thèse à l'IAE de Rouen et au NIMEC, et qui est en arrêt, ne peut donc pas présenter avec moi aujourd'hui. Alors, mon propos, qui sous un certain nombre d'aspects devrait, je crois, beaucoup résonner avec l'intervention suivante de Paul Bouvier-Patron, est de présenter, bon, eh bien, la difficulté étant toujours de le faire le plus simplement possible, la démarche low-tech et ses implications managériales. Alors la low-tech est un concept transversal et émergent dans la recherche actuelle en sciences de gestion et appliquée aux organisations, elle constitue une voie de transformation économique et sociale favorisant la transition écologique, et elle élabore en réalité un nouveau paradigme en proposant de restructurer la manière de faire des affaires au profit de la société, de l'environnement, s'inscrivant ainsi dans le modèle de la durabilité forte. La low-tech se place bien dans les enjeux écosystémiques de l'Anthropocène, mais aussi dans une réflexion critique et puis historique plus large sur la place de la technique dans la société. Depuis les années 1950, je pense à des auteurs comme Jacques Ellul, Ilan Illich, Bruno Latour, et puis plus récemment Jean-Baptiste Fresso, bien même Philippe Biwix. Et on parle alors, outre les effets environnementaux du développement technologique, de son ambivalence qui peut finalement tout autant libérer l'individu que l'aliéner en générant de nouvelles dépendances, la domination des solutions high-tech produisant des dépendances qui peuvent être géopolitiques, numériques, énergétiques, et puis bien sûr aux fournisseurs de ce qu'on appelle les boîtes noires. Alors, par rapport à ce contexte, l'atelier paysan, par exemple, qui est une coopérative SIC basée en Isère, ou bien le Lotec Lab, qui lui est une association en Bretagne, et puis qui a essaimé avec plusieurs antennes en France, apparaissent comme des pionniers en construisant depuis à peu près les années 2010 une démarche critique communautaire et donc par le bas, expérimentale, ancrée, qui questionne la durabilité, les besoins et l'accessibilité de solutions qui ne se réduisent pas seulement à des objets ou bien des systèmes techniques, mais qui constituent un nouveau mode d'organisation socio-technique et qui invite à mettre en œuvre une nouvelle manière de faire société et par là, finalement, une nouvelle manière aussi de faire des affaires. Alors plus précisément, qu'est-ce que la low-tech? Eh bien, plusieurs définitions existent et puis c'est une difficulté et qui toutes sont assez floues. Telle qu'elle est perçue, en tout cas par une communauté de pratique, elle repose sur trois piliers, utiles, durables, accessibles, que j'essaie de décliner ou bien de préciser au fil des immersions dans la communauté, des lectures qui sont essentiellement non académiques. Le développement de ces trois piliers, qui sont donc principalement issus du milieu associatif, aboutit à concevoir les transactions autrement. Et la démarche low-tech et sa transposition aux organisations à but lucratif présente alors un certain nombre d'éléments bloquants pour l'entrepreneuriat ordinaire, par exemple, pas de secret, pas de brevet, mais plutôt le partage des connaissances et même l'open source, ou bien la petite échelle, non pas posée comme une étape ou bien comme une déception, mais comme une ambition. Et ces différents principes euh, peuvent apparaître comme des freins à l'entrepreneuriat ordinaire parce que ils ne font pas partie tout simplement des réflexes ou des habitudes expérimentales. Et en tirant le fil pour essayer de comprendre comment peut se réaliser ce nouveau paradigme organisationnel, on va se dessiner des questionnements, des modalités alternatives qui sont connues, hein, caractérisées souvent par leur état d'expérimentation plutôt que de généralisation. On comprend aussi que la démarche low-tech propose finalement un modèle holistique complet, capable d'associer différents moyens de transformation des organisations, dont voici euh, quelques exemples. Les différents pans de la démarche low-tech peuvent ainsi mobiliser un ensemble de disciplines et sous l'angle du management de l'innovation, l'ensemble des sous-disciplines des sciences de gestion pour lesquelles il s'agit de s'intéresser aux modifications qui sont induites
par des technologies sobres, robustes, accessibles, réparables, adaptables et finalement émancipatrices, qui peuvent être autant des biens de consommation que des outils de production, jusqu'à la démarche qui propose des principes organisationnels contraignants et même parfois déroutants. Alors aujourd'hui, la low-tech est un objet de recherche pour 22 thèses en France, en tout cas c'est ce que j'ai pu comptabiliser, qui sont également réparties entre les sciences et techniques et les sciences humaines, et dont deux en sciences de gestion. Pour cette deuxième partie, eh bien, je vous emmène en Normandie, dans une entreprise de production d'œufs de plein air en agroécologie, pour observer un exemple de pratique de la low-tech. Il s'agit là d'élever un troupeau de 850 poules pondeuses qui sont réparties dans 6 poulaillers mobiles. Ces poulaillers ne sont pas achetés sur étagère auprès de fabricants industriels, mais conçus et construits par l'entrepreneur lui-même. Et l'élément qui a été déclencheur de l'innovation est double. D'abord, la volonté de ne pas s'endetter en créant l'activité, et puis ensuite un frein posé par la réglementation. Le système inventé permet en effet d'éviter l'obligation de confinement des volailles lors eh bien, d'un épisode de grippe aviaire, parce qu'il associe chaque poulailler mobile à un parcours extérieur protégé par une volière. Et ce système, qui est unique, est agréé par les autorités via la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, et garantit le respect du cahier des charges des œufs 100% plein air, au contraire des autres éleveurs qui, toutefois, continuent légalement et sans autre mention de vendre en période de confinement des œufs de plein air. Ce poulailler est un outil de production low-tech parce qu'il a été autoconstruit et éco-conçu. Il est accessible à la fois en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il est simple, coûte peu cher à fabriquer, coûte peu cher à exploiter. Il est construit à partir de matériaux standards, hein, qu'on trouve extrêmement facilement, simplement accessibles, donc des matériaux recyclables, neufs ou bien réutilisés, voire détournés. Et ces caractères réparables, évolutifs, finissent de libérer l'entrepreneur de dépendance aux marchés commerciaux, par exemple bien les fabricants de poulaillers mobiles ou d'autres fournisseurs spécialisés, autant qu'il est libéré d'un endettement handicapant. Et l'outil de production low-tech permet encore, par rapport à un poulailler mobile acheté sur étagère, de diminuer les risques, puisque l'autonomie ainsi acquise, les automatismes techniques qui sont déployés sans électronique dans ce système, comme bien la fermeture des pondoirs ou des portes du poulailler, la disparition aussi des clôtures souples, hein, qu'il faut ordinairement déplacer, surveiller, l'agencement encore et l'ergonomie des éléments d'exploitation, tout cela permet de réduire les risques psychosociaux d'une part, les risques physiques d'autre part, je pense au TMS bien sûr, et puis les risques financiers, grâce d'abord à un endettement qui est divisé par 10 par rapport à un producteur de plein air. euh, qui serait conventionnel et de même taille, et grâce aussi à la préservation du volume 2 commercialisable, qui est l'effet de différents systèmes ingénieux adaptés, et tout cela eh bien, en réduisant aussi sensiblement le temps de main-d'œuvre. Alors, bien, l'observation est donc la suivante. L'intégration d'un outil de production low-tech modifie les pratiques managériales et modifie aussi la stratégie entrepreneuriale en enrichissant le modèle d'affaires et en favorisant une logique d'essaimage et de diversification de l'activité. Alors, on retrouve ces systèmes d'enclos mobiles autoconçus, autoconstruits chez d'autres producteurs de pâturage, hein, même s'ils sont très différents. Et puis aussi chez des éleveurs de lapins ou de porcs qui fonctionnent toujours en pâturage tournant. Et le partage de ces problématiques d'expérimentation au sein de communautés ad hoc est habituel, en fait, chez ces éleveurs qui n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante à leurs besoins parmi les propositions commerciales,
soit à cause du coût, soit à cause de l'inadaptation des systèmes, mais le plus souvent les deux. Et à ce niveau, le producteur d'eau observé, eh bien, s'est rapidement imposé comme leader d'une communauté nationale parce que l'expérimentation réalisée a développé fortement les ressources et compétences attachées à son activité et le temps de travail libéré grâce à un outil de production optimisé lui permet entre autres choses, de proposer une transmission des savoirs, des savoir-faire, notamment par le biais de la formation qui constitue alors une source secondaire de revenus. Alors la comparaison avec une activité de production d'œufs en poulailler mobile achetée sur étagère, cette fois-ci à partir bien de l'exemple que vous voyez ici, met en lumière les bénéfices d'une approche entrepreneuriale low-tech dont voici quelques grandes caractéristiques qui sont liées donc à la première entreprise observée. Par exemple, les cibles de distribution sont plutôt haut de gamme, en circuit court, mais la vente est réalisée aussi, et ce de manière intentionnelle, auprès d'une épicerie solidaire qui s'appelle Landes, grâce à une modulation du prix de vente, selon que l'usage, en fait, correspond à un loisir, aller dans un restaurant étoilé, ou bien à un besoin, c'est-à-dire être bénéficiaire ici d'une épicerie solidaire grâce aussi à un investissement minimum hein, qui permet une grande souplesse de gestion. Et on constate de nouveau que l'approche low-tech s'inscrit ou inscrit pleinement l'action de l'entreprise dans le modèle de la durabilité forte. L'économie apparaît bien au service de la société puisque l'activité répond à un besoin essentiel tout en permettant à l'entrepreneur de vivre dignement de son travail. Et les caractéristiques de ces poulaillers mobiles éco-conçus euh, qui ont des effets sur la régénération des sols, sur la biodiversité et permettent de préserver l'environnement et le vivant en intégrant aussi le concept de One Health, une seule santé. Alors voici la comparaison avec eh bien l'entreprise B hein, qui a donc opté pour l'achat d'un système de poulailler mobile, cette fois-ci sur étagère. Bien, que remarque-t-on? Les aspects environnementaux et sociaux sont très nettement diminués tandis que la structure coût-revenu ne permet pas à l'entrepreneur, dans ce cas, de vivre dignement de son activité. Et on constate à partir de là que l'inscription dans une démarche low-tech fait émerger un système qui est résilient à la fois pour l'entrepreneur et pour le territoire, en même temps qu'il s'avère aussi plus profitable lorsqu'on le compare à un élevage conventionnel de poules pondeuses. Alors en conclusion, je voudrais mettre en lumière la démarche de rupture de la low-tech avec le modèle dominant, extractiviste. Elle propose en effet d'inverser les modèles d'affaires conventionnels qui sont d'abord basés sur la faisabilité économique et financière, voire sur la rentabilité maximale, et puis ensuite sur une réflexion éventuelle sur les ressources naturelles et énergétiques mobilisées. Et à l'inverse, la low-tech construit son modèle d'affaires en cherchant d'abord eh bien, à minimiser ses impacts écosystémiques, finalement dans une sorte de recherche de suffisance. Et il s'avère que lorsque ce modèle est bien construit, eh bien, les résultats génèrent un revenu de subsistance digne et puis parfois même confortable, hein, supérieur à un modèle conventionnel, en même temps qu'il génère du bien-être au travail, voire s'avère régénératif pour les écosystèmes. Alors, la low-tech offre donc eh bien des perspectives intéressantes en matière de RSO et de développement soutenable, dans la mesure où la démarche s'inscrit dans le schéma de la durabilité forte ou aussi dans le schéma du donut, en proposant toutefois moins des planchers en matière de justice sociale, hein, par ailleurs reconnue comme une condition à la transition qu'en visant des impacts sociaux fortement positifs qui ne s'inscrivent pas habituellement dans les stratégies de création et de développement des entreprises. Et finalement, c'est donc un projet tout à fait politique au sens de l'organisation de la société, alternatif aussi, en expérimentation,
que l'ensemble des sciences de gestion peuvent accompagner, puisque l'intégration de la démarche low-tech dans une organisation à but lucratif présente des freins, par exemple la capacité à concevoir, la capacité à bricoler, à sortir du sentier, mais aussi des leviers qui peuvent tenir aux valeurs, qui peuvent tenir à la présence ou la constitution de communautés, au financement, alors en l'occurrence aussi qui peuvent tenir à un blocage réglementaire. Et puis, elle comporte aussi des limites qui peuvent être liées au contexte, qui peuvent être liées à l'expérimentation elle-même, à la petite échelle aussi, et qui, en réalité, je crois, sont autant de potentiels finalement. Par exemple, eh bien, la promotion de la localisation et de la proximité, ou encore la stimulation de la R&D, voire de la recherche, la régénération aussi, alors au sens propre des écosystèmes naturels comme celle, dans un sens plus figuré, des êtres humains. J'ai terminé, je vous remercie, et puis eh bien, je me tiens disponible pour euh, écouter vos remarques ou tenter de répondre à vos questions. Moi, je trouve ça très intéressant. Les exemples sont vraiment probants, mais est-ce que vous avez travaillé sur d'autres secteurs que le secteur agricole? Oui, alors j'ai compris que la difficulté ne venait pas forcément de ma propre connexion. Je vais donc me permettre d'afficher de nouveau euh, la présentation pour vous montrer un exemple. Euh, Voilà, donc c'est pas en très grand, je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Donc effectivement, vous parlez de secteurs, hein, la question portait sur des secteurs différents. Oui, parce que Monsieur. en fait, évidemment, sur la low-tech, c'est assez, on conçoit l'éco-conception et tout ça, l'éco-réalisation. C'est relativement simple sur les poulaillers, mais c'est vrai que quand on arrive sur une technologie un peu plus sophistiquée, c'est un peu, ça suppose des compétences différentes. Oui, tout à fait. Et puis la low-tech, en effet, est assez naturelle dans le milieu agricole, en tout cas historiquement. Alors, vous voyez là un exemple de secteur que j'ai moi-même pratiqué, qui sont assez variés, qui tiennent tous néanmoins à, à des besoins essentiels finalement. Alors, pour vous faire part de secteurs un petit peu moins évidents, on peut regarder du côté de l'industrialisation, du numérique plutôt, qui apparaît de manière assez paradoxale, mais il y a des travaux sur le numérique low-tech en architecture ou habitat ou rénovation, et puis jusqu'au secteur de la défense où, voilà, où j'ai été présent 2 journées l'année dernière aux rencontres Agir à Paris qui, qui sont pilotées par la DGA, la Direction Générale des Armées, et qui recherchait et qui, dans le même temps que les rencontres Agir se tenaient, proposait une sorte de hackathon low-tech destiné à répondre à des projets de l'armée de manière beaucoup plus finalement low-tech. Alors low-tech, c'est-à-dire en termes d'éco-conception de matériel par exemple, mais aussi en termes de démarche et notamment en lien avec la coopération entre l'armée et les populations dans le cadre d'un d'un terrain d'opération. Euh, alors, ça signifie aussi que la low-tech ne peut pas être entendue comme l'exact contraire de la high-tech, hein, et que numérique et low-tech font parfois bon ménage. D'ailleurs, la diffusion de la low-tech s'appuie sur des outils numériques qui sont essentiellement des plateformes euh, d'échange. Et donc voilà, pour répondre plus clairement à votre question, voilà une liste en tout cas de secteurs variés. Euh, Et j'avais une question subsidiaire. Est-ce que vous avez observé des entreprises? Parce que là au niveau, quand c'est éco-conçu, je connais aussi des cas d'entreprises, quand c'est conçu dès le départ, on a un système extrêmement cohérent et finalement qui produit des effets assez probants. Et est-ce que vous avez observé des transformations d'entreprises classiques qui iraient vers la low-tech?
Alors, moi-même, pas encore, mais c'est un terrain de recherche qui fait très envie parce qu'effectivement, la transformation de modèles d'affaires est généralement beaucoup plus complexe que la création. Euh, je suis en train de penser à une entreprise qui s'appelle Adam, comme le prénom, ADAM, qui se trouve en Gironde et qui fabrique des caisses de vin. Alors, pour des grands vins, on parle de Pétrus, donc des grands vins de Bordeaux. Euh, cette entreprise qui, jusqu'à aujourd'hui, fonctionne avec un modèle d'affaires tout à fait classique, dans un souci à la fois de diversification de son activité et de développement de sa politique RSE ou d'une activité plus vertueuse, est en train de réfléchir à la manière dont effectivement elle pourrait transformer son modèle d'affaires pour aboutir à un modèle d'affaires qui soit euh, low-tech. Mais je n'ai pas pu l'observer encore. Donc ça fait partie du projet. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Euh, euh, Moi, je m'appelle Corinne, je travaille dans la communication. J'avais une petite question par rapport à tout ce que vous avez développé. Euh, comment est-ce que on peut faire ou comment est-ce que aujourd'hui c'est fait la diffusion de ces bonnes pratiques. Moi, je vais revenir sur l'exemple que vous avez cité, par exemple des poulaillers mobiles. J'ai eu l'occasion de travailler avec les gens du Canard du Sud-Ouest qui en fait ont été extrêmement soumis au cours de plusieurs années à la problématique de la grippe aviaire. Et cette excellente idée que vous venez de développer, visiblement, n'est jamais parvenue jusqu'à eux sur la mise en œuvre de ce genre de poulailler mobile. C'est une réflexion qu'ils ont, mais en fait, voilà, cette technologie low-tech, en fait, pour moi, elle souffre d'un problème de diffusion euh, plus large que la communauté qui est déjà sensibilisée, surtout quand vous parlez finalement de modèles économiques qui peuvent être euh, beaucoup plus rentables euh, que les modèles classiques en particulier, alors pour le coup pour l'agriculture, mais pas que, qui endettent en fait les entreprises. Oui, alors merci pour votre question. Comment la diffusion se fait-elle d'une manière générale? Les plateformes numériques sont beaucoup utilisées ou les réseaux sociaux. Ça se fait généralement de manière informelle, hein, au sein de communautés de pratique. Alors, il y a une question aussi marketing finalement de désirabilité de tels systèmes qui parfois font penser, je ne sais pas si vous connaissez ces dessins qu'on a tous vus de Rube Goldberg qui présente je peux vous en montrer un exemple, qui présente des systèmes techniques de ce type-là. Donc une question, un problème de désirabilité lié aussi au fait que on ne parle plus de high-tech et que donc dans les esprits, euh, c'est peut-être moins proche de ce qu'on conçoit par le progrès. Et puis, il y a, en dehors de la diffusion de technologies, de systèmes techniques, de plans, parfois en open source sur les réseaux sociaux ou les plateformes, il peut y avoir aussi une difficulté de contexte et d'adaptation par rapport à un contexte. Alors, si vous évoquez les canards du Sud-Ouest, peut-être qu'ils se trouvent euh, sur des pâtures arborées dans les Landes et que dans ce cas, la technique de poulailler mobile est moins adaptée parce que gênée tout simplement par un ensemble d'arbres. Et que là, il faudrait songer à autre chose. Et puis, pour finir de répondre à votre question, euh, il existe partout d'excellentes idées en France ou dans le monde qui ne sont pas toujours reprises à bon compte. Soit alors ça peut être un problème d'adaptation, ça peut être un problème effectivement de connaissance de l'information. Euh,
ou un problème de documentation, on ne va pas toujours chercher les bonnes pratiques. Bon, alors là, ça serait, voilà, c'est plutôt de la psycho, voire ou de la socio. Euh, donc, je ne suis pas en capacité de répondre de manière claire, affirmative à votre question. J'essaie d'amener des éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Le, le- Grégory. Vous m'entendez à juste présent et ah, pardon. Juste le corollaire de ma est-ce que vous... question, c'était est-ce que le terme low-tech n'est pas un peu pénalisant par rapport à ça, Oui, alors par ça rapport à peut, ce que vous venez de dans des secteurs comme le secteur agricole, alimentaire, à mon avis, pas tellement parce qu'il y a une habitude. En revanche, dans d'autres secteurs, oui, bien sûr, ça peut être pénalisant et ça peut être aussi euh, décorrélé de la notion de progrès ou même d'efficacité, alors que bah, pour certains cas observés, c'est vraiment tout le contraire. Euh, Alors, il existe d'autres termes hein, comme technologie appropriée, technologie adaptée. Voilà, il existe différents termes qui, pour finalement désigner le même type de système technique, ce qu'il peut y avoir en plus dans l'expression, et je termine de répondre, dans l'expression low-tech, c'est aussi en sus des systèmes techniques la démarche low-tech qui, elle, nous intéresse vraiment parce qu'elle amène elle invite à des transformations dans l'organisation. Euh, voilà pourquoi effectivement, je me suis appuyé sur cette expression low-tech, mais on pourrait trouver d'autres expressions comme techno-appropriées. Merci beaucoup, merci beaucoup, Grégory, pour cette présentation et que je trouve très inspirante aussi pour les modèles plus conventionnels.